Africain, la crise ghanéo-sud-africaine ou la honte du continent africain. Entre le Ghana et l'Afrique du Sud, nous assistons à une passe d'armes diplomatique d'une violence inouïe, inégalée dans l'histoire de ce siècle. Qu'est-ce qui se passe? Le Ghana et l'Afrique du Sud sont des pays qui ont en commun d'avoir reçu sous la colonisation le moule culturel anglo-saxon. Voilà pourquoi la forme des États ghanéens et sud-africains est analogue. Si vous regardez même les constitutions sud-africaines et ghanéennes, elles semblent des copies conformes, par exemple, de la constitution de la Fédération américaine, en plusieurs de leurs points. Ce sont des pays qui ont donc, en raison de l'anglophonie, une similarité de système politique, de système juridique, et dont les élites ont bien souvent côtoyé, se sont souvent côtoyés dans les universités anglo-saxonnes occidentales, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ce sont des peuples qui lisent les littératures les uns des autres. Les Ghanéens lisent les écrivains sud-africains, les philosophes sud-africains, les journaux sud-africains. Les Sud-Africains lisent les écrivains, les philosophes, les journaux ghanéens. Le Ghana est un pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique du Sud est le pays le plus au sud de l'Afrique. Il y a un troisième point de proximité entre les deux pays. Les deux pays sont des grandes terres de panafricanisme. L'African National Congress, ANC, qui est au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994 notamment, a été dirigé par des leaders, dont certains dans la période clandestine, entre 1900 et 1994, de lutte contre le pouvoir raciste sud-africain, ont dû séjourner au Ghana et bénéficier, entre autres, de la solidarité de leurs frères de lutte panafricaniste du Ghana, notamment sous la présidence du docteur Francis Kofi Kwame Nkrumah. La génération de Nelson Mandela, de Walter Sisulu, d'Oliver Tambo, la génération de Govan Mbeki a connu Kwame Nkrumah. C'étaient des frères. Quand Mandela ou Nkrumah se rencontraient quelque part, ils parlaient de l'Afrique comme d'un seul et même pays. Ils sont unis par l'idéologie panafricaniste. Donc, aujourd'hui en Afrique du Sud, incontestablement, le plus grand défenseur est le camarade Julius Malema. Mais qu'est-ce qui nous crève le cœur? Qu'est-ce qui nous fait mal? Je laisse d'abord l'analyse intérieure de la politique ghanéenne. J'ai un peu parlé du Ghana dans mon émission sur le double jeu actuel du président John Mahamad Dramani qui déçoit énormément l'Afrique. John Mahamad Dramani qui fait venir à la réunion de haut niveau d'Accra sur les réparations africaines un ennemi de l'Afrique, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Mais je voudrais parler un peu de politique sud-africaine, à partir des éléments évidents qui sont en ma possession. La grande question de la politique intérieure sud-africaine, c'est la question de la répartition des richesses faramineuses de ce pays. Malgré la fin formelle du régime de l'apartheid, cette question de la répartition des richesses n'a pas été entièrement résolue. L'écrasante majorité du peuple sud-africain croule encore sous la misère. Il y a certes une classe moyenne qui a émergé, il y a une classe supérieure qui a également émergé. Mais la majorité des Sud-Africains vit encore objectivement dans la pauvreté. Face à ce problème fondamental, il y a deux réponses qui sont en conflit à l'intérieur de la politique sud-africaine. Une réponse qui dit, pour réduire la pauvreté de la majorité, il faut redistribuer les richesses qui sont entre les mains, principalement de la minorité blanche et de la bourgeoisie noire. Il faut les repartager le plus largement, de telle façon que tous soient en capacité d'investir et d'élever leur niveau de vie. Ça, c'est l'école traditionnelle de l'African National Congress. Et cette école, aujourd'hui, a pour gardien authentique le camarade Julius Malema, qui n'est pas membre de l'African National Congress, parce que le parti African National Congress a progressivement dérivé vers une bourgeoisie et exerce même aujourd'hui le pouvoir dans une alliance incroyable avec l'ancien parti raciste
le Parti national sud-africain. Ça, c'est la réponse la plus populaire. C'est la réponse que l'écrasante majorité des Sud-Africains aimeraient. Que les richesses soient redistribuées, les richesses nationales soient redistribuées pour mettre fin à la pauvreté du plus grand nombre. Par l'éducation, par l'emploi, par l'aide à la santé, par la justice, par la sécurité. Parce que le pays, à cause de la pauvreté du plus grand nombre, est encore largement confronté à des crises d'insécurité, etc. Ça, c'est la réponse panafricaine. Je dis bien panafricaine. Mais il y a une deuxième réponse qui est attisée. Attisée par les journaux occidentaux. Attisée par le capitalisme anglo-saxon qui tient encore l'essentiel de l'économie sud-africaine en otage. Est-ce que vous connaissez quelle est la deuxième réponse? La deuxième réponse, c'est qu'il faut chasser d'Afrique du Sud les étrangers négro-africains. Car ce sont eux qui seraient venus voler le travail des nationaux négro-africains. D'où vient cette réponse? Cette réponse vient de l'extrême droite sud-africaine, c'est-à-dire de l'ancien parti qui pendant 100 ans a tenu les Noirs africains en esclavage sur leur propre terre. Chers amis, une situation très préoccupante secoue actuellement l'Afrique du Sud. Plus de 1000 ressortissants nigérians ont demandé à retourner volontairement dans leur pays après une nouvelle vague d'attaques, de menaces et d'intimidation visant les étrangers africains. C'est très complexe. Selon les autorités nigérianes, 1094 personnes se sont inscrites au programme de rapatriement volontaire contre seulement 130 quelques semaines auparavant. Un premier groupe de plus de 200 Nigérians est déjà arrivé à Lagos. D'autres opérations sont prévues car de nombreuses familles expliquent qu'elles ne se sentent plus en sécurité pour vivre, travailler ou élever leurs enfants en Afrique du Sud. Mais cette affaire dépasse largement les relations entre les Nigériens et l'Afrique du Sud. Elle pose une question fondamentale. Je m'explique mieux. Comment des Africains peuvent-ils en arriver à pourchasser d'autres Africains sur leur propre continent? Il faut être clair. Tous les Sud-Africains ne soutiennent pas ces violences, du tout pas. De nombreux citoyens, associations et responsables politiques les condamnent fermement. Le président Cyril Ramaphosa a promis d'agir contre les groupes qui exploitent les inquiétudes liées à l'immigration pour encourager la violence. Il a également, chers amis, rappelé que seuls les services de l'État ont le droit de contrôler les documents ou d'appliquer les lois migratoires. Pourtant, sur le terrain, la peur demeure. Des groupes ont organisé des marches en exigeant le départ des migrants sans papier. Certains participants étaient munis des bâtons, de fouets ou des boucliers. Plus inquiétant encore, plusieurs étrangers affirment que même leurs documents réguliers ne les protègent pas toujours contre les menaces, les agressions ou l'expulsion de leur logement. Et le Nigeria n'est pas le seul pays concerné. Il y a le Ghana, le Malawi et le Mozambique ont également organisé ou préparé le retour de certains ressortissants. C'est très complexe. Plus de 3000 Malawites ont trouvé refuge dans un camp improvisé près de Durban après avoir fui leur logement. Nous devons donc appeler les choses par leur nom. Il s'agit d'une nouvelle poussée de violence anti-migrants en Afrique du Sud. Mais pourquoi cette situation se répète-t-elle? L'Afrique du Sud traverse une crise économique et sociale profonde. Le chômage reste très élevé. Une partie de la population noire vit toujours dans la pauvreté, plus de 30 ans après la fin officielle de l'apartheid. Dans ce contexte, certains mouvements politiques, bien entendu, présentent les étrangers africains comme les responsables du chômage, de la criminalité, du manque de logement et de la saturation des services publics. C'est très complexe, mais cette explication est trop facile. Les Nigérians, les Ghanéens, les Malawites
ou les Mozambicains n'ont pas créé les inégalités historiques de l'Afrique du Sud. Ils ne contrôlent ni les grandes richesses minières, ni les banques, ni les vastes propriétés foncières, ni les principales entreprises du pays. Le professeur Franklin Nyamsi a développé précisément cet argument. Selon lui, les étrangers africains servent de boucs émissaires pendant que les vrais problèmes de redistribution des richesses et de justice économique restent sans solution. En résumé, mes amis, plus de 1000 Nigérians veulent quitter l'Afrique du Sud parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité. Cette situation est une honte pour notre continent. Le véritable combat n'est pas celui du Sud-Africain contre les Nigérians, le Ghanéen ou le Mozambicain. Le véritable combat est celui de tous les Africains pour la dignité, le travail, la sécurité, la justice économique et une véritable unité continentale. L'Afrique du Sud doit se souvenir de son histoire. L'Afrique entière doit comprendre qu'aucun peuple africain ne sera véritablement libre tant que les Africains continueront à considérer leurs propres frères comme des étrangers sur la terre de leurs ancêtres. Merci pour votre attention.